C'est parti pour le chapitre 8 et le 5e langage, qui est le toucher physique. J'entends déjà ici beaucoup de personnes qui vont se sentir concernées, vont se retrouver dans ce chapitre, mais prenons le temps de bien écouter tout. D'accord, je pars ça maintenant. Nous savons depuis longtemps que le toucher est un moyen de communication des sentiments d'amour. De nombreuses recherches dans le domaine du développement de l'enfant ont mis en lumière que des bébés cajolés et embrassés développent ensuite une personnalité émotionnelle plus saine que ceux qui vivent de longues périodes sans contact physique. L'importance du toucher pour l'enfant n'est pas une idée moderne. Au 1er siècle, des Juifs qui reconnaissaient en Jésus un grand maître lui amenèrent des petits-enfants pour qu'il les touchât. Notamment, on retrouve ça dans l'Évangile de Marc. Vous savez sans doute que les disciples de Jésus, estimant que le Seigneur était bien trop occupé pour s'intéresser à de telles banalités, firent des reproches aux parents. Mais les Écritures rapportent que Jésus fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les embrassa et les bénit en leur imposant les mains. Dans toutes les cultures, les parents avisés ne privent pas leur enfant de contact physique. Dans le couple également, le toucher est un puissant moyen de communiquer son amour. L'étreinte des mains, les baisers, les enlacements, les relations sexuelles sont autant de façons de faire ressentir au conjoint qu'il est aimé. Pour certaines personnes, le toucher est le langage de l'amour qu'elles comprennent le mieux. Si elles bénéficient de ce toucher, leur réservoir émotionnel est plein et elles se sentent en sécurité dans l'amour de l'autre, de leur conjoint, de leur conjointe, de toute autre personne proche d'eux qui les affectionne. A contrario, sans ce contact, elles ne se sentent pas aimées. Un homme me dit un jour « Monsieur Chapman, ma femme est un cordon bleu. Elle passe des heures dans la cuisine à me mijoter des plats très élaborés. Moi, je me contenterai bien de viande et de pommes de terre. J'aime la nourriture simple. Je lui ai souvent dit qu'elle perdait son temps. Lorsque cela arrive, elle se sent blessée et prétend que je ne l'aime pas. Ce qui est faux, car je l'aime vraiment énormément. Mais je préférais qu'elle se simplifie l'existence et qu'elle ne consacre pas autant d'heures à préparer des repas aussi recherchés. Nous pourrions passer davantage de temps ensemble, et elle conserverait de l'énergie pour d'autres choses. À cet homme, d'autres choses tenaient plus à cœur que des menus hors du commun. L'épouse de cet homme se sentait frustrée dans son amour. Elle avait grandi auprès d'une mère excellente cuisinière et d'un père qui appréciait les efforts de son épouse. Elle se souvenait d'avoir entendu son père dire à sa femme « Quand je m'assis devant un plat comme celui-ci, il m'est facile, très facile de t'aimer. » Son père ne tarissait pas d'éloges sur les dons culinaires de sa femme. Il ne manquait aucune occasion, en privé comme en public, de vanter ses talents. La fille a tiré leçon de l'attitude de sa mère. L'ennui, c'est qu'elle n'a pas épousé son père. Son mari, à elle, tient un autre langage. Dans mes entretiens avec lui, il ne me fallut pas longtemps pour comprendre que chez lui, les autres choses désignaient le sexe. Quand sa femme était plutôt encline, à avoir des rapports sexuels, il se sentait assuré dans son amour. Mais lorsque, pour différentes raisons, elle n'en avait pas envie, elle avait beau déployer des trésors d'ingéniosité dans la préparation de ses plats, il n'était pas du tout convaincu qu'elle l'aimait. Il ne repoussait pas les mets qu'elle lui offrait, mais dans son cœur, tout cela ne remplaçait pas ce qu'il attendait par amour. La relation sexuelle ne constitue qu'un dialecte du langage d'amour par les contacts physiques, bien important, retenez ça. Le toucher, contrairement aux 4 autres sens, ne se limite pas à un droit précis du corps humain. De minuscules récepteurs tactiles composent ce dernier.
Lorsqu'il ressent un contact ou une pression, il communique l'information au cerveau qui interprète l'impulsion reçue. Et cette impulsion reçue nous dit si c'est chaud ou froid, par exemple, et nous fait éprouver du plaisir ou de la douleur. Nous pouvons alors ainsi savoir qu'il s'agit d'un toucher affectueux ou hostile. Certaines zones du corps sont plus sensibles que d'autres. Cela tient au fait que les récepteurs tactiles ne sont pas répartis de façon homogène sur tout le corps, mais sont disposés en grappes. Ainsi, le bout de la langue ou bien les extrémités des doigts et du nez sont très sensibles au toucher, alors que le bas des épaules n'est beaucoup moins. Notre but n'est cependant pas de comprendre la base neurologique du sens du toucher, mais son importance psychologique. Il peut faire ou défaire une relation et communiquer la haine ou l'amour. Pour quiconque est sensible au toucher comme expression des sentiments, le contact physique criera plus fort que les paroles. Je te hais ou je t'aime. Une gifle en pleine figure est préjudiciable à n'importe quel enfant, mais elle est encore plus dévastatrice pour celui qui est particulièrement sensible au langage du toucher. Un tendre baiser communique de l'amour à tout enfant, mais il en communique davantage à celui qui interprète le toucher comme la principale forme d'expression de l'affection. Il en est de même pour les adultes. Dans la relation conjugale, le toucher affectueux peut revêtir plusieurs formes. De par la répartition sur tout le corps de points tactiles, vous avez de nombreuses occasions d'exprimer votre amour à votre conjoint en le touchant. Toutes les ondes sensibles ne procurent cependant pas la même sensation. Certaines délivrent plus de plaisir que d'autres. Dans ce domaine, votre meilleur guide sera votre conjoint lui-même ou votre conjointe. En effet, c'est lui ou elle que vous cherchez à aimer. Et lui seul ou elle seule sait mieux que quiconque quel genre de contact le comble le plus. Cherchez moins tant à le toucher là où vous l'avez décidé et au moment où vous l'avez décidé que d'apprendre à parler son dialecte d'amour. N'insistez pas comme lui, N'insistez pas pour lui communiquer physiquement votre amour, comme vous l'entendez, car il peut trouver certains contacts désagréables ou irritants. En insistant, vous véhiculez le contraire de l'amour, car vous ne tenez pas compte de ses besoins et ne recherchez pas ce qui lui fait plaisir. En résumé, ne croyez surtout pas que le contact physique qui vous procure du plaisir à vous aura le même effet chez votre partenaire. Le toucher amoureux peut être explicitement localisé et exiger toute votre attention. C'est le cas des massages du dos, par exemple, et des préliminaires qui culminent dans le rapport sexuel. Il peut aussi être plus léger ou furtif, par exemple la main posée sur celle de l'autre, à table, au moment du café, ou une étreinte de quelques instants lorsque vous vous retrouvez seul dans la cuisine. Des moments particuliers, ça. Le toucher intentionnel nécessite plus de temps, non seulement au moment même où vous le pratiquez, mais aussi parce que vous devrez peut-être apprendre à manier un langage qui vous est peu naturel. Si un massage du dos communique intensément votre amour à votre partenaire, n'hésitez pas à consacrer le temps, l'argent et l'énergie nécessaires pour devenir un bon masseur. Si la relation sexuelle est le langage amoureux auquel votre conjoint est le plus sensible, discutez avec lui de l'art et la manière de lui faire l'amour. Il sera plus conscient de votre amour pour lui. Le toucher affectueux, fortuit ou furtif prend beaucoup de temps, mais vous demandera peut-être beaucoup de réflexion, surtout s'il ne correspond pas à votre langage familier. Et si vous n'avez pas grandi dans un milieu qui valorisait le contact physique. Ainsi, le fait d'être blottis l'un contre l'autre sur le canapé en regardant la télé ne demande pas spécialement de temps. Et c'est pourtant l'occasion et le moyen de se communiquer réciproquement beaucoup de tendresse. Passez la main sur la nuque de votre mari, de votre femme, lorsqu'il est assis sur son fauteuil.
Il lit le journal, ne prend que quelques secondes. Mais le geste recèle tellement d'amour. Le toucher affectueux peut parfois se limiter à un baiser, au moment où l'autre quitte la maison ou la pièce, et une seconde quand il revient. Mais c'est suffisant pour faire palpiter son cœur et lui dire tout l'amour que vous lui portez. Si vous avez découvert que le toucher est le principal langage d'amour de votre conjoint, votre conjointe ou votre ami proche ou personne proche, bien évidemment, c'est sûr qu'il faut l'ajuster quand il s'agit des relations hors couple. Alors, seul votre manque d'imagination peut vous limiter pour exprimer votre amour. La recherche de nouvelles pratiques et zones sensibles pour communiquer votre amour peut représenter un grand défi. Ouais. Si vous avez jusque-là été plutôt réservé quant aux gestes de tendresse, vous découvrirez peut-être que le fait de saisir la main de l'autre sous la table, au restaurant, accélère votre pouls et vous émeut. Ou qu'en prenant sa main en public, vous remplissez son réservoir émotionnel. Ou qu'en l'embrassant dans la voiture au feu rouge, vous embellissez tout le trajet. Quand vous embrassez votre femme au moment où elle part faire une course, non seulement vous lui exprimez votre amour, mais vous l'incitez à revenir plus vite. Tentez d'autres modes de toucher, à des endroits jusque-là inexplorés du corps de votre conjoint ou votre conjointe, et voyez s'il trouve cela agréable ou non. Souvenez-vous toujours que le dernier mot lui appartient. Vous êtes, quant à vous, en apprentissage. Je vais prendre une gorgée. Le corps est pour le toucher. Tout ce que je suis réside dans mon corps. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais toucher mon corps, c'est me toucher dans tout mon être. Fuir mon corps, c'est s'éloigner de moi sur le plan des émotions. Dans notre société, la poignée de main exprime l'ouverture et le lien social avec autrui. Lorsqu'un homme refuse de serrer la main à un autre, il lui fait comprendre qu'il a un obstacle dans leur relation. Dans toutes les cultures, les individus ont trouvé une forme de contact physique pour se saluer. C'est exact. Dans toute société, il existe aussi des manières acceptables et d'autres inacceptables de toucher les personnes du sexe opposé. Les procès récents pour harcèlement sexuel ont mis en lumière des comportements blâmables, n'est-ce pas? Dans le couple, ce qui est admissible et ce qui ne l'est pas est défini par les conjoints eux-mêmes, tous les deux. L'abus physique est évidemment condamné par la société et des associations se sont créées pour venir en aide aux femmes battues et aux hommes battus. Le corps est fait pour être touché et non pas abusé. Notre époque se caractérise par la liberté sexuelle. Cette liberté, plus exactement cette licence, permet au conjoint d'entretenir ouvertement des relations sexuelles avec d'autres partenaires. Mais cette liberté est un leurre. Ceux qui ne la rejettent pas pour des raisons morales le font sur la base des considérations émotionnelles. Notre besoin d'intimité et d'amour exclusif nous interdit d'accorder la liberté sexuelle à notre conjoint ou notre conjointe. Découvrir qu'il entretient des relations intimes avec une autre partenaire entraîne une profonde souffrance émotionnelle et tue l'intimité. Les archives des conseillers conjugaux regorgent de cas de mariés et de femmes qui ont tenté de surmonter le traumatisme émotionnel consécutif à l'infidélité de leur conjoint ou conjointe. Cette blessure sera d'autant plus profonde si la personne trompée est surtout sensible au langage du toucher. Ce après quoi elle soupire si ardemment, l'amour exprimé par le contact du corporel est offert à un autre. Son réservoir émotionnel n'est pas seulement vide brutalement, il est brisé comme par une explosion. Il faudra des multiples réparations pour répondre aux besoins émotionnels de ses victimes. Épreuve et toucher. Dans les moments d'épreuve, nous nous abraçons. Pardon, je repars ça? On repart la phrase. Vous êtes avec moi? D'accord. Dans les moments d'épreuve, nous nous embrassons presque instinctivement. Pourquoi?
Parce que le contact physique est un excellent témoignage d'amour. Dans les temps de crise, nous avons besoin avant tout de nous sentir aimés. Nous ne pourrons pas toujours changer pour autant le cours des événements, mais nous les vivrons mieux et nous survivrons si nous nous sentons aimés. Tous les couples connaissent des moments difficiles. Il n'y a pas de surprise là-dedans. La mort des parents est inévitable. Les accidents de circulation tuent et extropient des milliers de personnes chaque année. La maladie frappe indistinctement. Les déceptions font partie de la vie. Ce que vous avez de mieux à faire lorsque survient le temps de l'épreuve est d'aimer encore davantage votre conjoint ou votre conjointe lorsqu'il est présent à vos côtés. Si votre femme est plus particulièrement sensible au toucher, rien n'est plus important que de la prendre dans vos bras lorsqu'elle a eu de la peine ou qu'elle pleure. Vos paroles auront peut-être peu d'effet, mais le contact de votre corps dira que vous êtes là pour l'entourer et prendre soin d'elle. Les revers et les chagrins offrent une occasion exceptionnelle de manifester de l'amour. La personne accablée se souviendra de votre étreinte, affectueuse, longtemps après ce temps difficile. À l'inverse, elle pourrait ne jamais vous pardonner de ne pas l'avoir serrée dans vos bras lorsqu'elle était dans l'épreuve. À l'occasion d'un séminaire organisé par une église locale, le pasteur venu m'attendre à la gare de l'aéroport m'apprit que Pierre et Nicole, un couple de son église, avaient souhaité que je passe la nuit chez eux. J'essayais de garder une bonne contenance, mais je savais très bien que cela signifiait pour moi une séance de relation d'aide qui se prolongerait tard dans la nuit. J'allais cependant être surpris, au-delà de toute attente. Voici leur histoire. Une fois entrés avec le pasteur dans leur demeure spacieuse et superbement décorée du style espagnol, je fus présenté à Nicole ainsi qu'à Charlie, le chat de la maison. En promenant mon regard autour de moi, je me dis: ou bien les affaires de Pierre sont particulièrement juteuses, ou bien son père lui a légué un bel héritage, ou bien le ménage est plongé dans les dettes jusqu'au cou. J'appris plus tard que ma première pensée était la bonne. Quand je fus introduit dans la chambre d'amis, je constatai que Charlie, le chat, s'y sentait comme chez lui, étendu sur le lit qui m'était réservé, et je ne pus m'empêcher de me dire: ah, le chat a la belle vie. Pierre arriva peu après, quelques heures plus tard. Tandis que nous étions à table, j'attendis que débute la séance de relation d'aide, à laquelle je m'étais préparée. Il n'y en eut pas. Je trouvais que Pierre et Nicole formaient un couple heureux et équilibré. Pour un conseiller conjugal, ce constat est une chose rare. J'étais impatient de découvrir leurs secrets. Mais comme j'étais très fatigué et que Pierre et Nicole devaient me conduire à la gare le lendemain, je décidai de repousser mes investigations à plus tard, quand je me sentirais plus alerte. Mes hôtes m'accompagnèrent jusqu'à ma chambre. Charlie, le chat, fut assez aimable pour quitter la chambre au moment où j'y entrais. Il sauta du lit et se glissa dans une autre chambre à coucher. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, je fus au lit. Je repassai rapidement dans mon esprit les événements de la journée et commençai à sombrer dans le sommeil. Juste avant que je ne perde le contact avec la réalité, la porte de ma chambre s'ouvrit et un monstre bondit sur moi. J'avais entendu parler des scorpions du coin, mais ce n'en était pas un. Sans prendre le temps de réfléchir, j'empoignai le drap qui me couvrait et avec un hurlement à vous glacer le sang, je lançai de toutes mes forces loin de moi ce qui était dans ma main. J'entendis un corps heurter le mur, puis ce fut le silence. Oh là là. Pierre et Nicole traversèrent le couloir en toute hâte, allumèrent la lumière et tous les trois nous découvrîmes le pauvre Charlie étendu, immobile. Ce couple ne m'a jamais oublié. Oh, je sais pas pourquoi. Moi non plus d'ailleurs. Charlie reprit ses esprits au bout de quelques minutes. Heureusement, le chat va bien. Le chat va bien, je répète, le chat va bien.
mais il ne revint pas dans ma chambre. Je sais pas pourquoi. Pierre et Nicole me dirent plus tard qu'il n'y remit plus jamais les pattes. Excusez-moi. Bon, d'accord, j'en reviens. Bonjour, on est encore là. Après que j'eus ainsi maltraité Charlie, je me demandais si Pierre et Nicole accepteraient de me conduire à la gare le lendemain et s'ils me manifesteraient encore de l'intérêt. Mes craintes s'évanouirent lorsque, à la fin du séminaire, Pierre me dit: Monsieur Chapman, j'ai assisté à de nombreuses conférences, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui nous ait décrit, Nicole et moi, de façon aussi claire que vous. Cette idée du langage de l'amour est vraie. Je suis impatient de vous raconter notre histoire. C'est parti. Quelques minutes après avoir salué les participants du séminaire, nous prîmes place dans la voiture pour un trajet de 3/4 d'heure jusqu'à la gare. Pierre et Nicole commencèrent aussitôt à me parler de leur vie. Dans les premières années de leur mariage, ils avaient connu d'énormes difficultés. Pourtant, quelques 22 ans plus tôt, tous leurs amis étaient d'accord pour déclarer qu'ils formaient un couple parfait. Ils avaient grandi dans la même ville, fait leurs études dans la même école, leurs parents respectifs avaient le même style de vie et honoraient les mêmes valeurs. Pierre et Nicole appréciaient un certain nombre de choses semblables. Tous les deux aimaient la voile et le tennis. Ils insistèrent à plusieurs reprises sur le fait qu'ils avaient plusieurs centres d'intérêt communs. Bref, ils semblaient posséder tout ce qui est censé limiter les conflits dans un couple. Ils avaient commencé à se fréquenter en classe de terminale. Ils firent leurs études supérieures dans des villes différentes et éloignées, mais s'arrangèrent pour se rencontrer au moins une fois par mois, et souvent davantage. Dès la fin de leur première année universitaire, ils furent persuadés d'être faits l'un pour l'autre. Ils décidèrent cependant d'un commun accord d'attendre la fin de leur étude pour se marier. Leur dernière année d'études se déroulèrent dans un contexte idyllique. Un week-end, c'était lui qui se rendait dans le campus de Nicole, et le week-end suivant, c'était elle qui venait sur le sien. Le troisième week-end, ils rentraient dans leur famille, mais passaient le plus clair de leur temps ensemble. Ils avaient convenu de ne jamais se voir le quatrième week-end, de manière à se donner la liberté de cultiver d'autres centres d'intérêt. En dehors d'événements spéciaux comme les anniversaires, ils se tenèrent à leur programme. 3 semaines après que Pierre eut obtenu son diplôme de commerce et Nicole le sien en sociologie, ils se marièrent. 2 mois plus tard, ils vinrent s'établir ici, où Pierre avait eu la chance de se voir proposer un poste très intéressant. Ils habitaient à environ 1000 kilomètres des parents les plus proches. Ils purent ainsi vivre une lune de miel perpétuelle. Les 3 premiers mois passés à déménager, trouver un appartement et jouir de la vie à deux furent passionnants. La seule querelle dont ils pouvaient se souvenir avait trait à la vaisselle. Pierre avait proposé une idée pour s'acquitter de cette corvée, mais Nicole ne la partageait pas. Ils résolurent leur conflit en déclarant que celui qui faisait la vaisselle la ferait comme bon lui semble. 6 mois s'étaient écoulés depuis leur mariage quand Nicole eut l'impression que Pierre commençait à esquiver sa présence. Il travaillait plus longtemps, et quand il était à la maison, il passait des heures devant son ordinateur. Quand elle lui fit part de son sentiment, il lui répondit qu'il ne la fuyait pas du tout, mais qu'il s'efforçait de se maintenir au top niveau pour son travail. Il lui reprocha de ne pas se rendre compte de la tension à laquelle il était soumis. Il lui rappela combien il était important pour lui de bien réussir sa première année professionnelle. Nicole ne fut pas satisfaite de sa réponse, mais décida de lui laisser un peu plus grand espace de liberté. Elle commença à nouer des amitiés avec d'autres femmes, qui vivaient dans le même immeuble. Souvent, quand elle savait que Pierre rentrerait plus tard du bureau, elle allait faire du shopping avec une de ses amies au lieu de revenir directement chez elle après son travail. Il lui arrivait parfois de ne pas être à la maison quand Pierre rentrait. Cela l'irritait au plus haut point, et il se mit à lui reprocher son manque de prévenance et son attitude irresponsable. Elle lui répondait alors:
Tu en as une bien bonne, toi, qui se contente de façon irresponsable. Qui se comporte de façon irresponsable, pardon. Tu ne m'as même pas téléphoné pour me dire quand tu rentrerais. Comment puis-je être là à t'attendre si je ne sais même pas à quelle heure tu seras de retour? Et quand tu es là, tu passes ton temps devant ton ordi muet. Tu n'as pas besoin d'une femme, un ordinateur te suffit. À ces accusations, Pierre réagit violemment. J'ai besoin d'une femme, ne le comprends-tu pas? Le nœud du problème est là, j'ai besoin d'une femme. Mais Nicole ne comprenait pas. Elle restait perplexe. Dans sa quête de réponse, elle se rendit à la bibliothèque municipale et prit plusieurs livres sur le mariage. Le mariage ne doit certainement pas être ce que nous vivons, se disait-elle. Il faut absolument que je trouve un remède à notre situation. Dès que Pierre s'enfermait dans la pièce où se trouvait l'ordinateur, Nicole se plongeait dans ses livres. Plusieurs soirs, elle lut jusque minuit passé. Quand il venait se coucher, Pierre passait devant elle et lui lançait des remarques sarcastiques du genre « Si tu avais étudié autant à l'université, tu aurais eu une mention très bien. » Ce à quoi Nicole se contentait de rétorquer « Je ne suis pas à l'université. Je suis dans le mariage. Et actuellement, je me satisfais d'un passable. » Oh! Pierre se mettait au lit sans lui jeter un regard. Il y avait du feu dans le couple, mais pas dans le bon sens. À la fin de la première année, Nicole était désespérée. Elle avait déjà dit à Pierre son intention d'aller voir un conseiller conjugal. Cette fois-ci, elle était décidée. Elle prévint calmement son mari. « Je vais chez un conseiller conjugal, veux-tu m'accompagner? » « Je n'ai pas besoin de conseiller conjugal, lui répondit Pierre. Je n'ai pas le temps à perdre, ni d'argent d'ailleurs. Elle répondit, dans ces conditions, j'irai seule. Très bien. De toute façon, c'est toi qui as besoin d'aide en la matière, rétorqua-t-il. La conversation était terminée. Nicole se sentait très seule. La semaine suivante, elle prit rendez-vous chez un conseiller. Après la troisième séance, le spécialiste téléphona à Pierre et lui demanda s'il acceptait de venir présenter son point de vue sur son mariage. Pierre accepta et le processus de guérison se mit en marche. 6 mois plus tard, ils sortirent du bureau du conseiller en ayant une relation conjugale toute nouvelle. Je demandai à Pierre et Nicole, « Qu'avez-vous appris dans ces séances qui a pu remettre votre mariage sur de bonnes rails? » Monsieur Chapman, répondit Pierre, nous avons tout simplement appris chacun à parler le langage d'amour auquel l'autre est sensible. Le conseiller n'a pas utilisé cette expression, mais en écoutant votre conférence aujourd'hui, cela a fait tilt dans mon esprit, et j'ai compris que c'est exactement ce que nous avions vécu. Nous avons finalement appris à exprimer notre amour dans la langue la plus familière pour l'autre. « Et quel est le langage d'amour auquel vous êtes sensible, Pierre? » demandai-je. « Celui du toucher, » répondit-il sans hésitation. « Je suis tout à fait d'accord, renchérit Nicole. J'en suis consciente maintenant. »« Et à vous, Nicole? » demandai-je. « C'est celui des moments de qualité, monsieur Chapman. C'est ce après quoi je soupirais de tout mon être lorsqu'il passait son temps au travail ou devant l'ordinateur. » Alors, comment avez-vous découvert que le langage d'amour de Pierre était le toucher? Elle répondit. Il m'a fallu du temps. Peu à peu, j'ai commencé à le comprendre grâce aux séances de relations d'aide conjugale. Au début, je ne pensais pas que Pierre en avait lui-même conscience. C'est vrai, intervient Pierre. Je manquais tellement de confiance en moi que j'ai mis très longtemps à pouvoir identifier et admettre que la réticence de Nicole dans le domaine du toucher m'avait peu à peu incité à la fuir. Je ne lui avais jamais fait part de mon désir d'être caressée, alors que tous les fibres de mon être réclamaient le contact de son corps. Pendant nos fiançailles, c'était toujours moi qui prenais l'initiative de l'embrasser, de la serrer dans mes bras ou de lui tenir la main. Elle se laissait faire. Je sentais qu'elle m'aimait. Mais une fois mariée, il est arrivé qu'elle a eu un mouvement de recul quand je m'approchais d'elle pour la caresser ou l'enlacer. Peut-être était-elle fatiguée à cause de ses nouvelles responsabilités professionnelles. Je l'ignorais, mais je me suis sentie offensée.
Je me suis dit qu'elle ne me trouvait plus attirant. J'ai alors décidé de ne plus prendre l'initiative du contact physique de peur d'être repoussée. J'ai attendu pour voir combien de temps il lui faudrait pour me donner un baiser, ou pour me caresser, ou pour désirer un rapport sexuel. Une fois, j'ai attendu 6 semaines avant qu'elle me touche la main. C'était insupportable pour moi. En la fuyant, je m'épargnais la souffrance que me causait sa proximité. Près d'elle, je me sentais non acceptée, non désirée, non aimée. Nicole ajouta. J'ignorais complètement qu'il ressentait cela. Je constatais simplement qu'il ne venait pas vers moi. Nous ne nous embrassions plus et nous ne nous enlacions plus comme nous le faisions auparavant. Mais je me disais que cela n'avait plus d'autant d'importance pour lui, maintenant que nous étions mariés. Je savais également qu'il vivait sous tension à son travail. J'étais loin d'imaginer qu'il attendait des initiatives de ma part. Il a raison. Je ne le touchais pas durant des semaines. L'idée ne me venait même pas à l'esprit. Je préparais les repas, passais l'aspirateur, lavais son linge, m'efforçais de ne pas me trouver sur son chemin. Honnêtement, je ne savais pas que j'aurais pu faire quoi d'autre. Je ne comprenais pas pourquoi il me fuyait, ni pourquoi il semblait se désintéresser de moi. Je ne peux pas dire que je n'aime pas le toucher. Je n'ai tout simplement jamais estimé que c'était important. Ce qui me donnait le sentiment d'être aimé et apprécié, c'était qu'il passe du temps avec moi, qu'il m'accorde son attention, qu'il m'embrasse ou me serre dans ses bras, me laissait dans une certaine mesure indifférente. Aussi longtemps qu'il me prêta attention, je me sentis aimée. Il nous a fallu du temps pour découvrir la racine de nos maux, mais dès que nous nous sommes rendus compte que nous ne répondions pas à nos besoins affectifs mutuels, nous avons réagi. Lorsque j'ai appris un jour l'initiative de me serrer contre lui, c'est incroyable tout ce qui s'est produit. Sa personnalité s'est métamorphosée. J'avais un nouveau mari. Lorsqu'il comprit que je l'aimais sincèrement, il commença à se montrer plus à l'écoute de mes désirs. A-t-il toujours un ordinateur à la maison? Demandai-je. Oui, répondit-elle, mais il s'en sert très peu. Et quand il le fait, cela ne me dérange plus, parce que je sais qu'il n'est pas marié avec lui. Nous faisons tellement de choses ensemble qu'il m'est facile de lui accorder la liberté d'utiliser l'ordinateur quand il en a envie. Ce qui m'a frappé aujourd'hui, intervient Pierre, c'est la façon dont votre conférence m'a ramené des années en arrière, au temps de cette expérience. Vous avez dit en 20 minutes ce qui nous a demandé 6 mois de tâtonnement et d'apprentissage. Vous savez, répondis-je, ce qui compte, ce n'est pas d'apprendre vite, mais d'apprendre bien. Et d'apprendre, et apparemment, pardon, vous avez bien appris. Pierre n'est qu'un exemple des nombreux individus pour qui le toucher est l'expression la plus parlante de l'amour. Ils sont impatients de voir leur conjointe venir à eux, par exemple, passer la main dans leurs cheveux, les prendre dans leurs bras, leur tenir la main, les embrasser, faire l'amour. Toutes ces initiatives remplissent le réservoir émotionnel de celui pour qui le toucher est l'expression la plus éloquente de l'amour. Fin du chapitre 8. À plus.